Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue. J'ai envie de dire make les vraies voix great again. Your English is brilliant, really brilliant. Voilà, j'ai envie de dire ça aujourd'hui en tout cas, pour maintenant et l'avenir. Avec Philippe David, ça va mon Philippe? Ça va très bien, surtout que j'ai un compère ici. Enfin, un compère capillaire, vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, d'accord. Et je me dis que ça fait vraiment monter l'image de qualité, d'intellectualisme de cette émission. Bien sûr, oui. D'accord, vous êtes en train de tuer les coiffeurs avec vos conneries. Je vous le dis tout de suite. Vous avez vu qui je visais, n'est-ce pas? Absolument, on a vu. En tout cas, aujourd'hui, bien entendu, on arrive. Non, ça repousse, Édouard Philippe, pardon. On attend à l'instant Donald Trump qui va poser sa main sur la Bible et donc on suivra bien entendu, c'est un peu une spéciale Amérique aujourd'hui avec pas mal de sujets sur cette nouvelle entrée du 47e président des États-Unis. Allez, justement, le sommaire de cette émission, je vous le disais, donc Donald Trump prend officiellement ses fonctions ce lundi, donc à 18h, lors de cette cérémonie d'investiture à Washington. Après 8 ans, ses premiers débuts de son premier mandat, il promet d'agir à une vitesse avec une force et sans précédent pour enrayer le déclin de l'Amérique. Alors parlons vrai, pensez-vous que le second mandat Trump va être très différent du premier? Et à cette question géopolitique, protectionnisme, immigration, Trump peut-il restaurer le Make America Great Again? Vous dites oui à 95%, vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Alexandre Mandel sera avec nous, journaliste spécialiste des USA qui a suivi la campagne pour le JDD. Et puis le coup de projecteur des vraies voix. Cette cérémonie d'investiture se tiendra en présence de l'Italienne Giorgia Meloni, les Français Éric Zemmour et Marion Maréchal, entre autres. Même le chef de l'extrême droite britannique a été invité, contrairement au Premier ministre travailliste. Alors parlons vrai, est-ce que Trump affiche ses préférences pour les prochaines élections en Europe? Et à cette question, Meloni, Zemmour, à Lyon, on les a pas tous cités sur Twitter. Les invités de Trump sont-ils un message à l'Europe? Vous dites oui à 91%, vous voulez réagir? Aude, encore et toujours, attends vos appels au 0826 300 300. Pour en parler, Olivier Piton sera avec nous, avocat à Paris et à Washington et ancien député suppléant des Français d'Amérique du Nord, avec de nombreux livres. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et vous attendiez à voir Philippe Bilger, pas du tout, cette fois-ci. Il est aux États-Unis. Il est à Washington. Ouais, d'ici. D'accord. Washington, d'ici, ouais. D'ici d'ailleurs. Un excellent jeu de mots. Alors là, je dis bravo, là, je m'incline. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai fait beaucoup de blagues ce week-end, je me suis dit, je les ai répétées, comme ça va être bien. Autour de cette table, Françoise Degois, éditorialiste Sud Radio. Bonsoir Françoise. Ça va bien? Très bien. Jean-Michel Fauvergue, ancien député et ancien patron du RAID. Bonsoir. Bonsoir. Here we go. Nice Allez, to on va meet tous you. les passer. Amazing. You're kidding me. Et le second chauve de cette émission, Jean-Christophe Couvy, secrétaire national du syndicat Police Unité. Bonsoir. Bonsoir, je vois qu'il y a de l'humour là. C'est gros niveau. Ça commence à tirer à balles réelles, là, monsieur Fauvergue. On sent qu'on trace dans nos esprits. Et Ludovic est avec nous, qui nous appelle d'Ardèche. Bonjour. Bonjour Ludovic. Bonjour Cécile, bonjour Philippe et bonjour aux vraies voix et bonjour à tous les auditeurs de Sud Radio. Ça c'est magnifique. gentil, merci beaucoup. Déjà. Belle année en tout cas Ludovic. Vous vouliez pousser un coup de gueule contre l'impérialisme américain de Donald Trump. Et oui, écoutez, je dirais que on verra, mais en gros, faut pas pousser le pousson un peu trop loin, Maurice. Donc oui, en gros, je voudrais dire que par rapport à cette expansion américaine, le Canada, la volonté de vouloir récupérer le canal de Panama, le Groenland, en fait, qu'il y ait du protectionnisme américain, d'un côté, c'est le peuple américain qui en a décidé ainsi, et donc pourquoi pas, mais en fait, le protectionnisme et l'expansion impérialiste a deux points de vue. Moi, je suis attaché à des choses peut-être basiques, mais les chartes des Nations Unies, et il existe un article que je trouve merveilleux, qui dit le respect du principe de l'égalité des droits de peuple et de leur droit à disposer d'eux-mêmes. Donc ils vont pas essayer d'imposer. J'ai pas envie que M. Trump essaye d'envahir, que le 50e État soit le Groenland, le Canada et le Panama, sans oublier que le Groenland c'est en Europe. Je rappelle que c'est le danois.
Allez, Françoise de Gois. Oui, alors Ludovic, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais en même temps, si vous voulez, il peut rouler les gros yeux. Qu'est-ce qu'il va faire? Envoyer les Marines au Groenland? Depuis la nuit des temps, les États-Unis achètent des États. Hein. Vous savez, Napoléon leur a vendu. Et Napoléon leur a vendu la Louisiane, par exemple. 1803. Alors donc, vous savez, ça c'est après, c'est les rodomontades. Il va pas envoyer les Marines, il va pas envahir le Canada. Il pose simplement des jalons. Vous avez absolument raison de le dire. Mais nous ne sommes pas des petites choses, et nous avons absolument les moyens de lutter contre Donald Trump, sérieusement. Jean-Michel Fauvergue. Oui, alors d'autant que dans ces déclarations-là, il crée en face de lui des résistances qui existaient peu. Je pense en particulier aux Canadiens. Il a rassemblé les Canadiens contre cette idée-là, justement. Et donc, non, je crois qu'il y a je crois qu'on verra ce qu'il va faire, mais il y a quand même des espoirs de lutter contre ça. Oui, effectivement. oui. Jean-Christophe Couvi. Écoutez, ce qui paraît même qu'il veut récupérer la Seine-Saint-Denis depuis que le président Macron a dit que c'était la Californie. Donc, il y a du boulot, mais en fait, nous, on a un avantage qu'on a le RER, et ça, ils l'ont pas laissé. Voilà, exactement. Allez. 2,50 €. Voilà. Ludovic, merci en tout cas d'être avec nous. Il est excellent, ce Ludovic. Il est bien, ce Ludovic. Ouais. Vous restez avec nous, bien sûr que vous allez commenter notre débat, puis vous jouerez au qui c'est qui l'a dit, c'est quand même très important aussi. Et dans un instant, Donald Trump qui reprend le pouvoir avec la promesse d'enrayer le déclin de l'Amérique, Philippe. Oui, et on va en parler, on va prendre la direction de Washington, puisqu'il n'y a pas de Philippe Bilger aujourd'hui, qu'on retrouvera demain et qu'on embrasse. On va prendre la direction de Washington DC, mais là c'est Washington de là-bas, pour faire de l'humour minibusien ou minibusesque, je sais pas, parce que vous allez voir, il a déjà assisté à une cérémonie d'investiture, c'est celle de Donald Trump il y a 8 ans, il va nous raconter comment ça se passe. Olivier Piton sera avec nous dans quelques instants, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Leclerc. 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue, on est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle semaine avec autour de cette table Françoise de Gois, éditorialiste Sud Radio, Jean-Michel Fauvergue, ancien député et ancien patron du RAID, Jean-Christophe Couvi aussi, secrétaire national du syndicat Police Unité, et Philippe David. Ça va mon Philippe? Oh, ça va très bien, et vous Cécile? Ouais, on attend, on est là comme tout le monde devant la télé. Et on se dit qu'il va se passer quelque chose. Dans un instant, Olivier Piton sera avec nous, avocat à Paris et à Washington et ancien député suppléant des Français d'Amérique du Nord. Il nous expliquera ce qu'il voit, lui, en direct des États-Unis. Et tout de suite, les 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. 3 mots dans l'actu qui sont investiture, prisonnier et travail. Make Donald Trump president again. Le 45e président des États-Unis devient officiellement le 47e. Il arrive en ce moment même au Capitole en voiture avec Joe Biden pour prêter serment. Israël relâche 90 prisonniers palestiniens au lendemain du premier jour de cessez-le-feu à Gaza et la libération de 3 premiers otages israéliens par le Hamas. Et puis, travailler gratuitement 7 heures par an pour résorber les déficits. La ministre du Travail, Catherine Vautrin, ressort cette idée pourtant rejetée l'automne dernier à l'Assemblée nationale. Les vraies voix Sud Radio. Température glaciale oblige, c'est dans le Capitole et non devant que Donald Trump s'apprête à jurer de protéger la Constitution des États-Unis. Serment la main sur 2 Bibles, celle d'Abraham Lincoln et celle offerte par sa mère quand il était enfant. À 78 ans, il devient le président américain le plus âgé jamais investi. Donald Trump est arrivé à Washington dès hier soir, cette nuit heure française, haranguant des supporters venus célébrer un jour historique. J'agirai à une vitesse et avec une force sans précédent. Je résoudrai toutes les crises auxquelles notre pays est confronté. Nous devons le faire ou nous n'aurons plus de pays. Nous allons arrêter l'invasion à nos frontières. Nous allons récupérer nos richesses. Nous allons débloquer l'or liquide qui se trouve juste sous nos pieds, a notamment lancé Donald Trump. Il est allé à l'église tout à l'heure, puis un rendez-vous de courtoisie avec les Biden avant de faire le trajet Maison-Blanche-Capitole en covoite, passez-moi l'expression, avec Joe Biden. On se demande d'ailleurs un peu ce qu'ils se sont racontés. Donald Trump qui a aussi promis de sauver TikTok. L'application fermée aux États-Unis ce week-end à cause de ses capitaux chinois en vertu d'une loi adoptée au printemps dernier. Application finalement rouverte ces dernières heures, vu le soutien justement du président élu Donald Trump. Et à propos de réseaux sociaux, beaucoup d'utilisateurs de X avaient choisi cette date de l'investiture, 20 janvier, pour quitter la plateforme d'Elon Musk, X, pour migrer vers d'autres réseaux sociaux comme Blue Sky, opération baptisée Hello Kit X. Cette stratégie numérique de la chaise vide laisse un peu dubitatif le sociologue Jean Villard.
qu'il ne faut pas abandonner ces réseaux qui sont des merveilles de connaissances, de circulation, d'échanges, etc. Ce n'est pas une décision forcément individuelle, c'est un combat politique massif qui est devant nous et qui est un enjeu sur, au fond, la liberté d'expression. Avant de reculer, il faut être sûr qu'on ne peut pas gagner le combat, qu'il faut faire très attention de ne pas se retirer de partout, parce qu'on ne peut pas non plus laisser le complexe technico-conservateur prendre la main, avoir la plus grande influence. Donc il y a un équilibre à trouver. Pour l'instant, on n'a pas non plus d'équivalent. Si vous voulez, moi, si j'avais une autre structure que X, de même niveau de qualité et de rapidité, la question se poserait même pas. Jean Viard, joint par François-Louis Bourneau pour Sud Radio. Françoise Legouin. Bah oui, bien sûr, c'est tout à fait réel. Le problème, c'est qu'on ne peut pas migrer sur Blue Sky ou sur Mastodon. Ça n'a aucun sens. D'abord, ça n'a aucun sens parce que je suis d'accord avec Jean Viard. Hein. Moi, la façon dont j'utilise X, c'est vraiment professionnel. C'est une agence de presse à part entière. Ouais. Où que vous soyez dans le monde, vous savez ce qui se passe dans le monde. Je le redis, la révolution iranienne, nous n'en aurions rien su s'il n'y avait pas eu X. Donc, cracher comme ça parce que c'est Elon Musk, moi, franchement, il me dérange Elon Musk, mais si j'ai pas envie d'écouter ce qu'il dit, eh ben, je l'écoute pas. Donc, il a raison. Tant qu'on n'a pas un outil aussi performant, on migre pas. Et puis, par ailleurs, tout le monde va migrer sur Blue Sky et Mastodon. Donc, honnêtement, si on veut pas être dérangé par des gens qui nous dérangent, arrêtons les réseaux sociaux. Jean-Michel Fauvergue. Bon, moi, je pense qu'on a aussi d'autres manières de s'informer et sur d'autres réseaux sociaux. X, c'est pas la panacée non plus. Mais par contre, je suis assez d'accord avec le sociologue Jean Viard quand il dit c'est pas un combat personnel. Je pense qu'il faut mener ce combat de front et c'est ce qu'essaye de faire l'Europe en particulier avec le DSA. Unité, le syndicat policier ne quitte pas X. Non, on quitte pas X parce que justement X c'est une façon aussi de toucher un maximum de personnes et de dire ce qui se passe. Et nous on le dénonce tous les jours, toutes les conditions de travail des policiers, etc. On le met aussi sur X. C'est un tract. Vous touchez des milliers de personnes et donc et pas que des policiers, vous touchez des citoyens. Et je trouve que c'est important quand même d'avoir ce débat et de pouvoir mettre des choses qui peuvent influencer aussi la politique. Vous avez vu les Pardon. Deuxième mot, prisonnier avec les suites du cessez-le-feu qui a débuté hier entre Israël et le Hamas. 90 prisonniers palestiniens relâchés par Israël aujourd'hui après la libération de 3 premiers otages israéliens par le Hamas hier. Trêve évoquée d'ailleurs par Donald Trump là encore tout à l'heure. Nous avons conclu cette semaine un accord de cessez-le-feu épique, une première étape vers une paix durable au Moyen-Orient. Et cet accord n'a pu être conclu que grâce à notre victoire historique en novembre, a lancé Donald Trump, réitérant là encore sa promesse de mettre fin par ailleurs à la guerre en Ukraine. Et puis le troisième mot, travail. Le ministre du Travail ressort une idée qui avait été rejetée par les députés cet automne. Oui, seriez-vous prêt à travailler gratuitement 7 heures par an, soit 10 minutes par jour? Proposition ressortie par Catherine Vautrin dans le JDD pour faire face au déficit. Les sénateurs étaient pour, les députés l'avaient retoqué il y a quelques mois. C'est toujours un peu, vous savez, le modèle de la journée de solidarité de la Pentecôte créée à l'époque du gouvernement Raffarin. Mais c'est une fausse bonne idée, réagit Marc Sanchez, président du syndicat des indépendants et des TPE. Le constat est très bien. La solution, en fait, n'est qu'une solution à très court terme et qui ne veut que répondre à des problématiques de déficit budgétaire qu'on comprend bien, mais là encore, qui ne pénalise que les TPE et les commerçants, les artisans et les professions libérales qui seront bien évidemment dans l'obligation d'appliquer cette mesure qui coûtera financièrement 2 milliards d'euros à nos entreprises et qui quelque part ne répondra pas au fond de la problématique, le temps de travail hebdomadaire dans notre pays. Marc Sanchez du syndicat des indépendants et TPE au micro Sud Radio de Louis de Kergorlet. Merci beaucoup Félix Mathieu et direction Washington. Nous sommes en compagnie d'Olivier Piton, ancien député suppléant des Français d'Amérique du Nord, auteur de nombreux livres sur la politique américaine. Bonsoir Olivier Piton. Bonsoir Olivier. Bonsoir, bonjour. Alors, il y a 8 ans, vous avez assisté à la cérémonie d'investiture de Donald Trump, la première. Quand vous voyez les images aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé ? Non, parce que le décorum, toute la partie organisée, en fait, ne change pas beaucoup. Entre les hymnes, les personnalités invitées, les personnes qui vont s'exprimer avant la prestation de serment proprement dit, on est dans un exercice où le protocole prend le pas sur tout le reste. Il y a quelques petites libertés qui sont données aux nouveaux locataires de la Maison-Blanche, mais sinon, on est sur un canevas qui est assez clair et qui vaut aussi bien pour le président que pour le vice-président.
On voit que l'ancien président, Joe Biden, d'avoir accueilli finalement le président Trump chez lui avec son épouse, de monter en voiture avec lui, il y a quand même une passation qui se fait sous les meilleurs auspices. Oui, c'est la grande nouveauté par rapport si on fait la comparaison avec les dernières années et les passations. On va pas parler de 2020 évidemment, qui était d'une violence inouïe, mais même en 2016, le climat était glacial entre Barack Obama le sortant et Donald Trump, le rentrant. Et en fait, il faut remonter quasiment à 2012. Pour avoir eu une passation de pouvoir entre, en plus, deux personnalités de deux bords différents, George Bush Jr. et Barack Obama, même 2008, pour avoir une cérémonie assez apaisée, une passation de pouvoir assez apaisée. C'est plutôt bon. C'est plutôt une bonne nouvelle pour la démocratie américaine qu'on avait quand même un petit peu besoin. Françoise Legois. Oui, parce que c'est 2021 en fait, c'est le 6 janvier, les marches du Capitole. Et puis surtout, on se souvient de cette image de Donald Trump et Melania qui quittent littéralement avec My Way. Je me souviens qu'il y avait la chanson de Sinatra, enfin c'était complètement dingue. Je ne parle pas du Capitole, je parle de leur départ. Quand même, il y a une vraie intelligence, je trouve, Olivier, de la part de Joe Biden, avec ce qu'ils se sont mis dans la courge et surtout ce que l'un et l'autre, se sont mis dans la courge pendant toute la campagne. Je trouve qu'il y a une vraie intelligence de comportement de la part de Biden et de son épouse. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? C'est plus que Obama-Bush, je trouve. C'est de la sagesse. Oui, je vous le reconnais complètement. Il y a une volonté chez Joe Biden d'amorcer une forme de réconciliation, de passation de pouvoir apaisée. D'ailleurs, l'apaisement, il a été vu par beaucoup d'Américains et accessoirement par beaucoup de monde lors des funérailles de Jimmy Carter, où en fait on se souvient que les anciens présidents et le président en exercice Joe Biden étaient présents dans l'église. Et que les anciens présidents, en particulier Donald Trump et Barack Obama, se sont parlé de manière extrêmement courtoise. Donc on est dans une phase visiblement d'apaisement et ça fait du bien, après des années et des années effectivement de tensions, de noms d'oiseaux, d'injures, d'insultes d'un camp vers l'autre et du premier camp vers le deuxième. Et donc effectivement, Joe Biden fait son travail de manière tout à fait conséquente. C'est incontestable, il faut lui reconnaître ça effectivement. Pour réconcilier les États-Unis, je veux dire. En tout cas, c'est ça le but derrière. C'est parce que c'est même pas une question personnelle. On est d'accord là-dessus. Ce qui est frappant, le contraste, mais c'est souvent le cas dans une campagne électorale, ce sont les mots qui ont été employés, danger pour la démocratie, etc., etc. Et puis le fait qu'au bout du compte, aujourd'hui, les deux communiquent, se parlent, font assaut d'amabilité. Et je pense que le symbole qui est envoyé aux Américains, c'est de dire... on n'est jamais sûr du pire et finalement la réconciliation des fractures profondes qui de toute façon ne vont pas disparaître au sein de la société américaine peuvent néanmoins l'espace de 24 heures être un petit peu mises de côté pour mettre en avant justement l'osmose, la symbiose de la société américaine et de la démocratie américaine. Merci beaucoup Olivier Piton d'avoir été avec nous. On vous retrouve aux alentours de 18h30 tout à l'heure. Et dans un instant, Donald Trump qui reprend le pouvoir avec la promesse d'enrayer le déclin de l'Amérique. Alors parlons vrai. Pensez-vous que le second mandat de Donald Trump va être très différent du premier? Et à cette question, géopolitique, protectionnisme, immigration, Trump peut-il restaurer le Make America Great Again? Vous dites oui à 95%. Vous voulez réagir? Aude, qui est toujours Great Again, vous attend au 0826 300 300. Et Alexandre Mandel sera avec nous, un journaliste spécialisé des USA qui a suivi la campagne pour le JDD. On vous souhaite la bienvenue, on est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix spéciale investiture de Donald Trump en direct de Washington. C'est le fil rouge de l'émission. On vous tient évidemment au courant de tout ce qui va se passer. Nous, on n'est pas en direct de Washington. Non, évidemment. Ou alors il s'est passé un truc, je m'en suis pas rendu compte. Comme vous l'avez dit, on est à Washington DC. Ah oui, c'est DC, c'est ça. C'est Washington d'ailleurs, ou de là-bas. Évidemment, Jean-Christophe Couvi, Françoise Degois et Jean-Michel Fauvergue sont nos chroniqueurs du jour. Allez, on vous souhaite la bienvenue au grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. L'Amérique change de visage aujourd'hui avec la cérémonie d'investiture de Donald Trump à la Maison-Blanche. Hello Washington and hello America. We're going to stop the invasion of our borders. We're going to reclaim our wealth and we are going to make America great again.
Il promet d'agir à une vitesse et une force sans précédent pour enrayer le déclin de l'Amérique. Donald Trump va prendre ses fonctions donc aujourd'hui, dans quelques instants, 8 ans après le début de son premier mandat. Alors parlons vrai, est-ce que ce second mandat Trump va changer fortement les États-Unis? Et à cette question géopolitique, protectionnisme, immigration, Trump peut-il restaurer le Make America Great Again? Vous dites oui à 95%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Alexandre Mandel est avec nous, journaliste spécialiste des USA qui a suivi la campagne pour le JDD. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Françoise Dubois, voilà, est-ce que il peut enrayer ce déclin, ou est-ce qu'il a envoyé suffisamment de positifs pour faire croire aux Américains que ce sera le cas? Moi, j'en sais. Moi, je ne sais pas ce que sera Trump 2. Je pense que ça sera la quintessence de Trump 1. Donc, il est sans limite. On va voir les décrets qu'il signe ce soir, en sachant quand même que tous les décrets peuvent être attaqués par le moindre tribunal. Il faut quand même le savoir. Hein. C'est pas parce qu'il décrète que les choses arriveront. Ça, c'est le premier point. J'entends toujours les mots de Donald Trump, mais on est quand même dans un monde, qu'il le veuille ou pas, qui est multilatéral. Donc, on peut pas faire n'importe quoi, même si on décide, en tant que président des États-Unis, qu'on va refracturer le sol, qu'on va aller rechercher les gaz de schiste, qu'on va essayer de mettre la main sur le Groenland et ses richesses minières absolument inimaginables et inestimables. Il peut dire les choses. Après, il y a l'action, et l'action, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est, comme les copains de Donald Trump, un peu plus puissant parce que c'est la plus grande démocratie du monde, mais il sera obligé de faire avec un monde multilatéral, qu'il ne le veuille ou pas. Jean-Michel Fauvergue. Alors, enrayer le déclin de l'Amérique, c'était son slogan. C'est un grand projet, hein? Oui, mais c'était son slogan de campagne qui a été repris par tout le monde, et maintenant c'est... Rendre à l'Amérique sa grandeur, exactement. Et maintenant, c'est comme une vérité, c'est une vérité qui est colportée par tous. Est-ce que l'Amérique est les USA sont en déclin? Oui, non. Que peut-il faire pour ça? Effectivement, il n'est pas le seul. Alors, c'est la première puissance du monde, et effectivement, quand l'Amérique éternue, tout le monde s'enrhume, mais il peut pas jouer tout seul. Et j'espère que ça va aider. C'est peut-être la meilleure des choses qui puisse arriver à l'Europe pour se réveiller et pour faire bloc. Jean-Christophe Couvi. Pour comprendre Trump, il faut lire Machiavel, parce que effectivement c'est les bases un petit peu de la politique, et il a ce qu'on appelait autrefois l'aura charismatique de l'império. L'império, en fait, c'est ça, c'est la capacité de commander les gens dans la durée, dans le temps. Et en fait, c'est ce lien avec le peuple. Il a inventé ce slogan de retrouver effectivement de redresser l'Amérique en déclin, et ce qui est intéressant, c'est cette incarnation qu'il a créée en disant, moi c'est la sécurité et la justice. Voilà. Et une fois que vous avez créé ce lien avec le peuple, vous pouvez durer. Et donc on voit que quoi qu'on dise, quoi qu'on en parle, quoi qu'on pense même de Trump, il a quand même cette incarnation d'homme un peu qui arrive et qui va redonner de la confiance aux gens. Un peu le sauveur, voilà. Et c'est ce que les gens aujourd'hui, quand il y a des crises, c'est ce que les gens cherchent. Aujourd'hui, regardez en France, vous avez une crise environnementale, migratoire aussi, économique, de délinquance, etc. Et on cherche justement des personnages assez durs qui incarnent justement ce ressort. Et je pense que Trump, il a su parler aux Américains, contrairement à ce que tous les idéologues peuvent dire. Alexandre Mandel. Alexandre Mandel, vous êtes journaliste spécialiste des USA, vous avez suivi la campagne pour le JDD. Sur quel sujet Trump sur place, sur quel sujet Trump est-il le plus attendu? L'économie, l'immigration, sur quoi? Sur l'économie, c'est pas sur l'immigration. Tous les sondages de sortie des urnes ont montré qu'il avait été surtout choisi pour redonner du pouvoir d'achat aux Américains. Les Américains, à tort ou à raison, associent surtout l'image de l'administration Biden à celle d'une vie chère. Donc je ne sais pas s'il aura des résultats, rapide sur l'inflation, sur le porte-monnaie des Américains, viennent ensuite les préoccupations sur l'immigration. Et c'est là, je pense, que ce soir, notamment quand il prendra cette série de décrets, et notamment, je présume, en déclarant l'état d'urgence, ce qui permettra d'éviter d'avoir à être attaqué par les tribunaux. Je pense que c'est là qu'il aura des résultats les plus tangibles finalement, y compris en termes d'image. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous parlez à un électeur, j'aime pas employer le terme électeur moyen de Trump, il va surtout vous parler, avant de parler d'identité et d'immigration, il vous parlera de pouvoir d'achat, il vous parlera de son portefeuille, il vous dira qu'il peut plus amener ses gosses à Disney une semaine par an en vacances, peut plus changer de voiture, etc.
Je pense que il a récupéré, si vous voulez, cet électorat qui appartenait aux démocrates, qui était un électorat de col bleu, de classe moyenne, qui pouvait avant se payer un pavillon, 2 ou 3 voitures, et envoyer ses gosses à l'université. C'est plus le cas, ça. J'aime beaucoup votre analyse parce que je la trouve extrêmement prosaïque et elle confirme effectivement tout ce qu'on a vu et tout ce qu'on a compris dès le début de la victoire de Trump. Est-ce qu'il peut... les gens se sont dit, avec lui, j'ai plus d'argent à la fin du mois qu'avec Biden. Voilà. C'est un truc assez... C'est presque injuste pour Biden. Oui, c'est injuste parce qu'il a ramené l'inflation quand même, Biden. Non, mais j'ai une question, moi, à vous poser qui me paraît... Il a l'inflation, surtout. Bien sûr. J'ai une question quand même à vous poser parce qu'on connaît les grandes déclarations de campagne. On sait comment a fini d'ailleurs le mandat de Trump. Il a fini un peu dans le désastre aussi à cause du Covid. Donc, est-ce que moi je sens quand même une Amérique qui est extrêmement divisée. J'entends ce que dit notre ami Jean-Christophe sur l'Imperio, la Fortuna de Machiavel. Enfin, la réalité, c'est que les États-Unis sont quand même coupés en deux. Est-ce que vous le ressentez, ça? Je suis pas tout à fait d'accord avec vous. C'est une question. Et Serge, je suis pas tout à fait d'accord justement avec vous. Alors, c'est la question pour y répondre. Je pensais très souvent, on a utilisé le terme, ils sont polarisés. L'Amérique n'a jamais été aussi polarisée. En réalité, c'est Trump en lui-même est polarisant. Mais quand vous interrogez les Américains, qu'ils soient démocrates ou républicains, ils ont à peu près les mêmes motifs de mécontentement et les mêmes attentes. Les Américains sont plutôt d'accord sur beaucoup de choses, y compris sur le wokisme, sur et de donner l'impression que c'est. Moi, je pense qu'en réalité, c'est comment dire, le Parti démocrate et le Parti républicain sont eux-mêmes, c'est eux qui sont polarisés, qui tirent un coup à gauche, très à gauche, et un coup très à droite. Mais quand vous parlez avec des Américains, l'Américain de base, on pourrait faire des tablés d'électeurs démocrates et d'électeurs Joe Sixpack, comme disent les Américains. Ils sont plutôt d'accord. Jean-Michel Fauvergue. J'en profite pour dire que Melania Trump vient d'arriver au centre du Capitole et qu'on voit arriver Donald Trump. Jean-Michel Fauvergue. Oui, moi je voulais vous poser la question suivante, c'est que on a une campagne qui a été très forte, très virulente, très dure de la part de Trump et contre Trump. Ça a été très dur dans les deux sens. Contre Trump aussi, j'allais y venir, et en particulier physiquement contre Trump, il y a eu deux tentatives d'assassinat, dont une est passée très très près. Est-ce que ça va marquer du fer chaud sur le long terme la société américaine? Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce que la lutte contre le wokisme un wokisme qui est poussé à l'extrême aux États-Unis, beaucoup plus qu'en France, bien évidemment. Est-ce que cette lutte contre le wokisme n'est pas un des atouts de Trump dans sa victoire? C'est une question qui m'est adressée, pardon. Oui, c'est à vous, Alexandre Monel. Alors il y avait deux questions sur la violence politique. Je dis souvent, attention, l'Amérique, c'est un pays qui est qui tue ses présidents. Violent. Oui, qui tue ses présidents. Qui tue ses candidats. Lincoln. Robert Kennedy en 68, qui était en pleine primaire. C'est pas une nouveauté, les gens sont armés, etc. C'est pas une nouveauté. C'est-à-dire quand vous dites que ça va marquer sur le long terme, ce qui s'est passé contre Trump est finalement déjà un symptôme de cette Amérique violente. Sur la deuxième question, sur le wokisme, oui, évidemment, et je pense qu'il a marqué beaucoup de points là-dessus. À telle enseigne qu'on voit maintenant certains élus, pas tous, mais certains élus démocrates comprennent que le wokisme, dont ils espéraient qu'il serait un argument, si vous voulez, électoral pour séduire telle et telle catégorie d'électeurs, un peu comme ils avaient fait avec l'électorat afro-américain après le vote des droits civiques en 65. Je pense que les démocrates voient que finalement ça ne leur donne aucun bénéfice politique. Et vous connaissez maintenant l'expression go woke, go broke, c'est-à-dire voilà, faites du woke et finissez ruiné. Je pense que les démocrates, change aussi un peu de curseur. Je voyais un des représentants du Massachusetts, donc à la Chambre des Congrès, démocrate, d'ailleurs il s'est fait vilipender pour ça, dire il faut abandonner ces politiques-là. Ce sont des choses qui n'intéressent pas les électeurs. Les électeurs ne votent pas en se disant j'espère que on pourra autoriser les hommes transgenres devenus femmes à intégrer des équipes de femmes. C'est pas vrai. Ils veulent de la sécurité, ils veulent
de gauche comme de droite, toutes les classes sociales. Les démocrates sont devenus des caricatures des Américains qu'on croise dans les grandes villes. Alexandre Mandel, juste pour dire que Joe Biden et Kamala Harris viennent de rentrer au Capitole, est-ce que Biden avait fait ça à son investiture, c'est-à-dire qu'il avait rayé de la carte tous les décrets, les premiers décrets de Trump. Oui. Là, on sent que ça va être la même chose, 100 jours sans décret. Biden était le recordman du plus grand nombre d'executive orders, donc de décrets pris pour un premier jour de présidence, 29. Donc, si ce soir, Trump en prend plus de 30, plus de 29, il sera le nouveau recordman. C'est ce qu'on dit d'ailleurs, c'est qu'il va en prendre au-delà de 50. Oui. Non, il l'a dit, il a annoncé, 100 décrets, 100 jours. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, 100 décrets, 100 jours, mais on dit aussi, il y a des rumeurs qui disent que ça pourrait être un peu plus, puisqu'il a installé son pupitre et dans la salle du Capital One, et pour faire une espèce de show sur la signature de... Mais ça veut dire... Alexandre, ça veut dire qu'il va rayer de la carte finalement tous les grands projets de Biden? Alors attendez, c'est j'ai presque envie de dire c'est une coutume. Peut-être qu'on le retrouve, c'est pas une coutume, mais c'est un classique quand même, des alternances. Obama avait fait pareil aussi avec George Bush, je l'oublie un petit peu parce que maintenant ils sont copains, mais quand Biden est arrivé au pouvoir il y a 4 ans, il avait fait exactement la même chose. Il avait rétabli les accords de Paris, par exemple. Je pense qu'ils vont repartir ils vont repasser à la rivière. Le meilleur exemple, etc. Ce soir, il en ressortira. Donc, ce sont des... Je rejoins ce que disait François de Gois sur le fait qu'il y a une partie beaucoup de spectacle sur ces décrets. Parce qu'au final... il a cette expérience-là, il y en a beaucoup qui vont être attaqués devant les tribunaux, ça va bloquer le processus, ça permettra à Trump de dire « oulala, on ne permet pas d'appliquer ma politique ». Voilà. Il y a le show là. Les journées d'investiture ne sont pas des journées où on peut tirer vraiment des sons. Je suis désolé pour vos auditeurs, des sons politiques ce soir. Jean-Christophe Couvi veut réagir. Et ensuite, on part au 0826 300 300. En fait, effectivement, vu de France, c'est vrai que pour nous, c'est du théâtre. C'est un show, un grand show comme ça. Là, je voyais hier, 200 000 personnes qui achètent des tickets pour assister à l'investiture. C'est grandiose. Mais c'est tout à l'américaine. C'est le pays du consumérisme. Et on voit bien que Trump, avant d'être un politique, c'est un businessman. C'est un self-made man. Donc le gars, il s'est fait tout seul, il s'est créé. Non, il s'est fait avec son père un peu. Jean-Christophe. Après, il a fait faillite plusieurs fois, il s'est refait. Les gens, en fait, là-bas, veulent réussir par eux-mêmes. C'est des pionniers, cet esprit pionnier, effectivement, qui s'est fait dans la violence, parce que les États-Unis sont créés dans la violence. Ça, c'est vrai. Mais en même temps, il y a une phrase qui résonne toujours, c'est celle de Kennedy. Quand les temps sont durs, seuls les durs avancent. Et en fait, c'est un dur. Et donc, il y va et il montre, il met des coups. Mais c'est vrai que les États-Unis, c'est par rapport à nous, c'est un show continuel. Et Donald Trump vient d'arriver, en tout cas dans la rotonde du... Bah oui. On écoute. C'est absolu. On sent, Alexandre Mandel, que finalement c'est la revanche de l'Amérique oubliée. Oui, elle est d'autant, cette revanche est encore mieux incarnée par ce comeback de Donald Trump. Écoutez, c'est du vocabulaire que j'entends depuis 8 ans. Déjà, il y a 8 ans, on disait c'est la revanche de l'Amérique oubliée. Les journalistes, il y a 8 ans, commençaient à découvrir qu'il y avait une catégorie d'électeurs qui avaient quitté le Parti démocrate ou qui n'avaient même jamais voté et qui étaient venus vers ce populiste qu'est Trump. Bon, il y a cette revanche aujourd'hui, elle est en plus incarnée par un type qu'on a donné mort politiquement plusieurs fois. Oui, bien sûr. Je parle moi souvent on oublie un petit peu, mais les midterms de 2022, c'était une catastrophe pour Trump. Oui, c'est vrai. Candidat était... Et on oublie quand même très souvent que le Trumpisme n'est incarné que par Trump. Mais est-ce que vous pensez que... Pardon, je vous laisse finir, pardon. Oui, non, je veux dire, chaque expérience de candidat récupérant les thèmes du Trumpisme sans être Trump se sont soldées par des catastrophes électorales un peu partout. Allez. Voilà. 0826 300 300, bougez pas. Alexandre Mandel. Ludovic de l'Ardèche. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il peut restaurer le Make America Great Again, Trump?
Ah bah je vous dirais que oui, tout est possible. Il nous a déjà montré lors de son premier mandat qu'il était capable de faire certaines invectives contre des gouvernements, une façon d'opérer qui a permis d'avoir un dynamisme de l'économie américaine. C'est un constat, un fait. Maintenant, bon, le fond est une chose, la forme en est une autre. Donc maintenant, très honnêtement, je vous entends parler depuis tout à l'heure, et en fait, moi, ce que je retiens, c'est que tout ça, c'est qu'en fait, les Américains sont un petit peu différents des Français. Ils veulent être heureux et vivre en paix et non survivre. Et je crois que la véritable question est de cette approche de changement, de disparité entre les classes élitistes qui sont très riches et celles qui sont les citoyens lambda. C'est con à dire, mais je vais être un peu trivial, mais quand les autres en chient, c'est normal qu'on en chie tous un petit peu. Mais et en fait, c'est une vérité. Hein. Mais en fait, c'est juste qu'on peut accepter. Le problème, c'est que la disparité est trop importante et aujourd'hui, les gens, ils en peuvent plus. Et à mes yeux, je crois que ce qu'a Trump, bon après avec ses langages, c'est toute sa façon d'être et le too much américain, mais ce que les gens ont cru, ont perçu à mes yeux, c'est que tout simplement, c'est des gens qui espèrent que le chose et les systèmes, le monde le changent, qu'il y ait moins cette disparité. Merci Ludovic. Alexandre Mandel, juste dernière petite question, réponse courte. Est-ce que vous pensez que Donald Trump va avoir appris de ses erreurs du premier mandat et sera peut-être un peu plus calme ? Alors écoutez, réponse courte, ça se voit tout à fait à l'équipe. Non, je ne parle même pas de son administration, je parle de ses conseillers qui l'entourent, notamment Suzy Wiles, sa directrice adjointe. Il s'est enfin entouré de professionnels. Donc oui, il a évidemment appris. Je pense il est mieux armé. Il est mieux armé aussi parce contrairement à il y a 8 ans, l'opinion publique est largement plus derrière lui qu'il y a 8 ans. Merci beaucoup Alexandre Mandel, on était ravis de vous avoir, on a eu beaucoup de chance, journaliste spécialiste des USA qui a suivi cette campagne, merci mille fois. Et vous restez avec nous dans un instant avec Ludovic. Qui c'est qui l'a dit, Ludovic? Ludovic, great again. Allez, à tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. J'adore vos débats. On entend des choses qui changent un peu de la doxa généraliste qu'on entend trop partout. Sud Radio, parlons vrai. Fenêtre bois. Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Avec autour de cette table, mesdames et messieurs, puisque vous nous demandez fortement, mais qui sont ces voix magnifiques et qui sont ces gens? Françoise de Gois, bien entendu, vous l'avez reconnu. Jean-Michel Fauvergue, ancien député, ancien patron du RAID, et Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat police Unité. S'il nous arrive quoi que ce soit, bam, ils nous mettent les menottes direct. Vous avez vu, je suis sage aujourd'hui. On est cerné par les flics. Ça vous fait rêver? Surtout, vous êtes... Il faut un radiateur aussi. Vous voulez qu'on vous attache au radiateur? Non, mais ça dépend la forme des menottes et qui me les met. Et de Ménibus, Cécile, je rappelle, est officier de réserve en plus. Absolument. Arrêtez-moi. Non, vous êtes... je vous laisse... à vos fantasmes. Voilà, c'est ça. Faites ce que vous voulez. Ludovic, vous lancez notre jingle, bien sûr. Eh ben très bien, allons-y, mon lieutenant-colonel. Le quiz de l'actu. Oui, je suis aussi gendarme. Je suis partout, moi, sachez-le. Qui c'est qui l'a dit? Écoutez bien, Ludovic. 3 points. Sur la repousse des cheveux, suivez mon regard, j'ai l'impression de revivre ma puberté. Ludovic. Monsieur Propre. Édouard Philippe. Oui. Monsieur Propre étant bien sûr le surnom d'Édouard Philippe. Oui, alors on met les 3 points à Ludovic. Mais pourquoi? Monsieur Propre, c'est son surnom, alors c'est pour ça. Mais non, je déconne. Non, mais c'est pas vrai, c'est pas du tout son surnom, mais tu racontes n'importe quoi. Mais si, c'est son surnom. Mais bien sûr, tous les chauves, c'est leur surnom. Mais arrête, c'est 3 points pour moi, il savait même pas Ludovic, c'était Édouard Philippe. Ludovic, vous sachiez. Il le savait pas. Bon, alors je vous mets les 3 points, Françoise. Le sachiez-il? Ah, ça vous écrit. Vous avez vu comme je suis honnête? Ah oui. Ça change. Les jours où Bilger n'est pas là, vous êtes honnête. Quel escroc. C'est qui l'a dit à 3 points? Jean-Luc Mélenchon attend une présidentielle qui ne vient pas. Ludovic. Monsieur Glucksmann. Non. François Hollande. Bonne réponse. François Hollande. Ouais. Vous jouez comme vous voulez, hein, les flicaillons. Il y a des questions de gauche là. Édouard Philippe est de gauche, c'est vrai, c'est sûr, c'est évident, vraiment. Ça m'avait échappé. Question, qui c'est qui l'a dit? 3 points. François Hollande est une machine à tromper. Facile. C'est Ludovic. François Hollande est une machine à tromper. Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai. Bravo. Ah non, elle a fait une réponse. C'est qui l'a répondu à Jean-Luc Mélenchon? Ça, c'est pas faux. C'est la bonne blague du jour. Facile.
Oui. Ludovic. Son ex-femme. Ludovic. On l'a dit dans la. Écoutez, Ségolène, vous me posez une colle. Ségolène Royal. Bon, la réponse collégiale, je vous mets un point à tous les C'est trois. génial cette réponse. Alors, c'est Elle est génial. vraiment Ah, géniale. le c'est le tweet, tweet. j'ai explosé de C'est rire en le le tweet de lisant. l'année, je François pense. Hollande, une machine à tromper, ça c'est pas faux, disait son ex. C'est génial. Qui c'est qui l'a dit 3 points? Monsieur Retailleau est le ministre de la parole, il multiplie les déclarations, mais on n'en voit pas la réalisation concrète. Ludovic. Sébastien Chenu? Non. Bardella. Bonne réponse de Françoise Degois, contrôle Elle a bossé antidopage. Françoise, au centre. On va vous donner une image Françoise, c'est bien. Merci, j'ai de la chance. Dit-elle. Ludovic, qui c'est qui l'a dit à 3 points? On ne peut pas comparer l'investissement de George Soros avec des propriétaires de plateformes où ont lieu le débat public. Facile. Ah, c'est Ludovic. M. Glusman ce matin avec Jean-Jacques Bourdin. C'est Bonne ça. réponse. Voilà un auditeur Eh fidèle ben, il du faut lui matin mettre au 10 soir. points pour la peine. Eh ben, Voilà. vous voulez que je lui On est mette? à Bah, là, il y en a combien, une on qui est va- à combien là? Alors vous êtes à 10, Françoise. Ouais. Ludovic est à Il 6. est bon. Jean-Christophe et Jean-Michel sont à 1. Super, c'est la fête. Ah, bah dis donc, c'est la fête, ouais. Question, qui c'est qui l'a dit 3 points? Tout est merveille. Quand on va dans n'importe quelle ville de France, il y a des histoires. Alors ce n'est pas un homme Il y a politique, des- c'est un acteur et écrivain. On n'a Ouais. pas compris la fin. Hein. Il y a des histoires. Il y a des histoires. Ah, c'est beau Ludovic. ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il a pu dire C'est ça? un acteur, écrivain et fan de foot qui a failli être Passionné. footballeur professionnel d'ailleurs. Passionné des rues de Paris. Monsieur Bern, non? Non. Non, Ah comment il oui, s'appelle le petit métro, là. oui, le petit mec, là, il est myope. Mon Comment il- yop. Mon yop. Bon, allez, vas-y, dis-le. Bah, Laurent Deutsch. C'était Laurent Deutsch. Ouais, bien sûr. Qui m'a piqué mon yop. Qui C'est c'est ça. qui l'a dit au sujet de Twitter, enfin ou de X maintenant? Je n'ai absolument pas l'intention de quitter ce réseau. Les déviances doivent être corrigées par notre loi. Ludovic. Monsieur Retailleau? Non. Thierry Breton? Bonne réponse de Françoise Degois. Thierry Breton qui sera demain matin l'invité de Jean-Jacques Bourdin Wow. sur Sud Radio. Excellent, grand événement. Qui c'est qui l'a dit? Il y a une progression de l'idéologie islamiste qui monte dans notre pays et qui installe un système de valeurs parallèle. C'est un ancien secrétaire d'État. Ludovic. Il était secrétaire d'État sous Barnier. À la citoyenneté. Ah, mais c'est le Attendez, jeune. Ludovic. Ah, le maire de Valence, j'ai oublié son nom. Non, le jeune type, comment est-ce qu'il s'appelle Ouchour, non, comment il s'appelle Comment il s'appelle Je sais, il est très très bien. Il est conseiller régional d'Île-de-France Mais et alors, vice-président de la région. dis-le nous. oui. Othman Nasrou, Ah, c'est- Nasrou. Oh, Nasrou. Ouais. Non, ouais. Allez, on met 3 points à Jean-Christophe Jean-Christophe Couvi. Ah ouais, faut les mettre. Sauver l'honneur. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Oh bah tiens, on va refaire du poétique. Les ratages sont tout aussi importants dans l'édification de ce que l'on est. C'est très important le ratage, faut pas en avoir peur. C'est un comédien très célèbre. J'adore. Léonard de Vinci disait Non. ça aussi. Non, mais je Ah, dis c'est c'est- clair. Ludovic, un comédien très célèbre. Bah, vous me dites, on retourne en politique. Non, on retourne en romantique, j'ai dit. Ah, au Son fond. idiot, hein. Jean Non. Dujardin Non. Il porte le nom de ma rue. Maru. Et il Tout aime le monde va les, savoir où vous habitez. et il aime les barbecues. Roussel. non, je ne sais pas. Jacques Weber. Ah, Jacques Weber. Ah oui, Les j'ai en train de barbecues regarder Weber. en plus. Ouais, bon. Alors, moi, j'essaye de donner des Je suis en trucs. train de Eh regarder. bien, écoutez, Françoise Degois, Ouais. 13 points. Voilà, Ludovic, merci. 6 points. Jean-Christophe Couvi, 4 points. Vous avez appelé le raid, il ne va pas tarder à arriver. Red is dead. Red is dead. Red is dead. Un point Vous avez pourquoi appelé le raid. Parce que vous êtes venu, non J'adore, vous avez appelé le raid. T'imagines le truc Vous avez appelé le raid, ne quittez pas. Ah oui. Ils sont en vacances. Ludovic, vous étiez un très bon candidat. Ah oui, très bon. Hein. Et surtout un très bon auditeur. On était ravis de vous avoir Ouais, aujourd'hui. vraiment. Bah merci, mais par contre, Françoise, au top, hein, pour arriver à dire tout ça. nickel, hein. Je vais me renseigner sur qui elle a soudoyé. Je reviens vers vous. Elle prend des produits illicites. À mon avis. C'était un grand Merci, plaisir Ludovic. de vous avoir. Merci, on vous embrasse On très vous fort. embrasse. Allez, vous restez avec nous dans un instant, le journal et puis le bulletin météo avec Rémi André et le coup de gueule de Philippe David. Le respect, j'aimerais bien qu'il y en ait un peu plus parfois. Oui, d'accord, on va faire comme ça. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. À tous ceux qui prennent Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Soyez les bienvenus avec autour de cette table Françoise de Gois, Jean-Michel Fauvergue et Jean-Christophe Couvi. Et vous, au 0826 300 300, vous savez que nous suivons, comme vous peut-être, l'investiture de Donald Trump au Capitole, qui vient de poser la main, ça y est, officiellement sur la Bible. Et ça y est, c'est fait, c'est officiel. Voilà. Je protège la Constitution américaine. Voilà. C'est toujours des moments, vous avez vu les images, elles sont quand même assez impressionnantes. Alors, il y a Mélania, on croirait sortie de Vogue en fait. Mélania, c'est complètement délirant. Dont on ne voit pas les yeux. On ne voit pas les yeux. On ne sait pas si elle va vraiment venir s'installer à Washington. Vous savez que ça, c'est un peu le mystère Mélania. Est-ce qu'elle va rester à Mar-a-Lago ou est-ce qu'elle va s'installer à Washington? Vous savez qu'elle a un avion privé pour faire les allers-retours en toute discrétion. Donc ça, c'est un vrai sujet. C'est du gossip, mais c'est important quand même. Voilà. Et ce moment quand même très solennel. Trump à Trump, c'est beau, je trouve. Ça y est, il commence à sourire parce qu'il était très, très sombre depuis le début. En attendant, le 0826 300 300, Jean-Paul est avec nous. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir Jean-Paul. Bienvenue. Oui, bonjour à tous. Je vous dites, cher Jean-Paul, vous nous avez laissé un message sur notre répondeur, donc on a voulu vous rappeler, puisque vous dites « Je respecte Trump pour ce qu'il a accompli et espère qu'il redonnera du bon sens face au wokisme, à l'islamisme et aux Europes, et à une Europe jugée totalitaire ». Oui, bien sûr. Écoutez, déjà, je trouve que Trump a redonné une inspiration à son pays, une respiration nouvelle, ça me paraît important. Les gens que l'on n'entendait plus, qui étaient écrasés par le soi-disant progressisme, se sont réveillés, se sont levés grâce à lui. Et je pense que c'est une très bonne chose, non seulement pour les États-Unis, mais en plus pour l'Europe et pour le monde en général. Je me souviens qu'à l'époque de Trump, il n'y a pas eu de guerre. Il n'y a pas eu la guerre en Ukraine et en Russie, et le Hamas se tenait à carreau. Il ne s'est pas passé ce qui s'est passé en Israël, malheureusement, il y a quelque temps. Voilà, Trump est un homme qui a des valeurs. Alors, on peut les trouver rétrogrades pour certains. Moi, je pense que ce sont des valeurs qui permettent à l'homme de retrouver sa dignité et de s'élever un peu. Voilà. Ce n'est pas une question. Il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de lutte contre l'homosexualité ou ce genre de choses. Le wokisme, pour moi, c'est une horreur. Je ne veux pas que mes petits-enfants vivent dans un monde woke. Voilà. Je n'ai pas envie, comme vient de dire à mon petit-fils ou à mes petites-filles, qu'elles peuvent changer de sexe. Voilà, ça m'insupporte. Il y a quelque chose qui relève de la psychiatrie là-dedans pour moi. Voilà ce que je tenais à dire. Jean-Paul, ça c'est votre... Tranquille, je ne veux pas que le wokisme rentre à l'école. Alors Jean-Paul, on va faire réagir les vrais voix. Justement. Alors moi je ne suis pas moi je suis woke au sens premier du terme, c'est-à-dire woke ça veut dire éveillé et qui a envie de lutter contre les injustices. Après on peut discuter à l'infini du wokisme. Après les valeurs de Trump, je rappelle quand même. Non voilà, bien sûr, mais bien sûr, je suis d'accord avec vous. Après on peut se dire woke, on a le droit, c'est pas un gros mot. Woke ça veut dire ouvert à la souffrance des autres, éveillé bien sûr. Donc éveillé. Je dis pas que attendez, dis pas que c'est un gros mot, je dis bien sûr. J'ai compris, j'ai entendu. Je vais dans le sens de ce que vous dites. Après, les valeurs des Donald Trump, on les connaît aussi, les valeurs misogynes, suprémacistes. Non, mais là, je vais contre vous. Suprémacistes, misogynes, masculinistes totalement. Si vous aimez ce genre de personnage, tant mieux. Par ailleurs, je n'ai pas le sentiment qu'il n'y ait pas de guerre. Mais non, mais je ne suis pas. Attendez, parce que là, on vous entend pas. Jean-Paul, attendez 2 secondes. Je ne pense pas que le Hamas ait perpétré un pogrom parce qu'il se sentait tranquille, parce qu'il n'y avait pas Trump à la Maison-Blanche, pas plus que je ne crois que Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine parce qu'il n'y avait pas Trump à la Maison-Blanche. Non mais soyons sérieux. Il faut que tout le monde puisse parler aussi. Pardon. Jean-Paul, vous pouvez répondre. Très court. Quand il y était, ça ne s'est pas passé. Oui, d'accord. Oui, quand il y était, ça s'est pas passé. Mais quand il y était, il y a eu le Covid, alors c'est à cause de lui. En attendant, quand Trump était là, ça ne s'est pas passé. Voilà. Alors c'est peut-être un coup de chance ou voilà. Ça ne vous plaît pas, vous restez toujours dans la même chose. Et c'est pour ça que nous avons Macron au pouvoir, c'est pour ça que nous avons eu Hollande avant, et c'est pour ça que notre pays en est où il en est aujourd'hui. D'accord. Voilà. Jean-Paul, il y avait des gens qui ne veulent plus travailler parce que ceux qui travaillent ne gagnent plus leur vie.
Merci Jean-Paul. En tout cas, vous aviez laissé un message sur notre répondeur. On avait envie de vous donner la parole. Ah, c'est bien. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, petite pause et puis on reviendra avec Philippe David qui va râler. Oui, le respect, j'aimerais qu'il y en ait un peu plus en France, y compris dans l'audiovisuel. Mais vous parlez pas de moi. Ah non, pas du tout, vous êtes totalement respectueux. Alors là, bien sûr. Sauf sur mes rondeurs, ma chevelure, etc. Vous pouvez me signer en bas. Non mais les moqueux, c'est pas pareil. C'est une chanson de Johnny, ça aussi. Oui. De Johnny, vous dites-vous? Johnny. C'est Johnny. Allez, dans un instant, c'est pas Johnny, mais c'est Philippe David. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Lidl. Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et bienvenue dans Les Vraies Voix. Vous savez que c'est une spéciale investiture de Donald Trump. Aujourd'hui, on vous donne des informations au fur et à mesure une fois qu'elles tombent. Dans un instant, ce sera l'info en plus avec Félix Mathieu qui reviendra justement sur cette cérémonie. Mais tout de suite, c'est le coup de gueule de Philippe David. Les Vraies Voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui pourrait s'appeler respect, un mot qui a été totalement oublié samedi dernier dans l'émission Quelle époque sur France Télévisions, au moins à 2 reprises. On commence avec ceci. Elon Musk, vous avez déjà 12 enfants, la prochaine portée, combien? Ce que vous venez d'entendre, c'est Christine Ockrent, les gloussements qui suivent étant ceux de Léa Salamé et les rires ceux du public. Des propos qui qualifient la future progéniture d'Elon Musk de portée. Bref, un propos qui fait allusion aux animaux et pas aux humains. Des propos insultants, odieux, dégradants, mais qui, manifestement, n'ont pas provoqué beaucoup d'émoi. Je vous laisse imaginer, pour utiliser la même rhétorique, que quelqu'un dise d'une femme qui avait accouché qu'elle avait mis bas, et je ne vous dis pas le tollé justifié par ailleurs, que de tels propos causeraient. Mais ce n'est pas tout, on écoute ceci. Puis on a beaucoup parlé de génie à propos d'Elon Musk, on a oublié de dire que c'était quand même un gros connard, hein. Ça fait du bien de le dire aussi, mince. On a trop dit, parce que là, j'adore, on a un langage très châtié, très européen, etc. Oui, vous avez bien entendu. Gros connard fait désormais partie du langage très châtié. On n'a pas tout à fait la même conception du langage très châtié. Vu comme ça, pour Charline Van Honecker, le sketch Le lâcher de salope de Jean-Marie Bigard doit être la version modernisée de Mignonne, allons voir si la rose de Pierre de Ronsard. Alors on a le droit de ne pas aimer Musk, mais avant de lui cracher au visage de cette manière, regardez un peu ce qu'a été capable de faire ce gros connard, je mets des guillemets. SpaceX, PayPal, Tesla, les implants cérébraux Neuralink, Hyperloop, j'arrêterai là cet inventaire à l'après-vert, mais en France, aucun inventeur ne lui arrive à la cheville, n'en déplaise aux rieurs et autres insulteurs de plateau TV. Françoise Legois. Oui, écoutez, moi je pense que c'est pas la peine non plus de grimper au rideau, hein, quand vous entendez le niveau de vulgarité de l'ensemble des émissions, notamment celle de Cyril Hanouna. Mais c'est pas le service public. Mais non, mais je sais très bien que c'est la différence maintenant avec ces services publics ou pas services publics. Mais la réalité, c'est que la dégradation du débat médiatique, elle est là depuis très longtemps, et que on n'a pas entendu Charline, qui est une humoriste. On peut mettre ça sur le compte de l'humour, de sa capacité. C'est vrai que les humoristes ont quand même une capacité à dire des choses que les autres ne disent pas. Je trouve que vous grimpez un peu trop au rideau. Non mais sérieusement, quand vous voyez le niveau d'une chaîne sur laquelle vous officiez d'ailleurs, et d'un groupe en règle générale, CNews, C8, etc., je pense que le type qui a commencé à dégrader très largement le débat public, c'est quand même Cyril Hanouna. On a entendu des horreurs dans son émission. On entend des horreurs maintenant sur l'ensemble des chaînes. Donc j'ai entendu que service public ou pas, une fois que vous enlevez ça, franchement, ça casse pas 3 pattes à un canard. La portée de crainte et les connards de Charline Van Honecker. Jean-Michel Fauvergue. Moi, je crois que maintenant, il est de bon ton de manier l'insulte d'une manière générale. On l'entend partout sur le service public, on l'entend sur d'autres émissions, etc. C'est un peu dommage. Mais c'est le nivellement par le bas. Oui, je suis d'accord avec ça commence aussi à l'Assemblée, quand on regarde la représentation nationale. C'est un peu dommage tout ça. Moi, ça me choque un peu. Mais il y a une erreur à ne pas faire, c'est quand on fait une blague, c'est de pas faire rire les autres, ou alors le rire obligé. Christine Ockrent, elle fait rire personne là, sauf un public qui est déjà acquis, c'est un rire obligé, quoi. Donc c'est pas drôle. Il y a des émissions comme ça où en fait c'est de l'entre-soi, souvent. C'est-à-dire ça fait pas progresser grand-chose. Les gens
gens se tapent sur le bidon et rigolent. Moi, ce que je vois, c'est que plutôt le budget de France Télévisions qui est en déficit de 42 millions d'euros pour 2025. Donc si les gens désertent et que les annonceurs ne font plus de publicité aussi, il y a peut-être une raison. Voilà. Enfin, quelle époque ça a des audiences énormes. Enfin, de Léa Salamé, c'est pas de l'enfant. Ce qui est dommage, c'est quand vous êtes une humoriste. Moi, je fais des blagues. Je fais des bides. Je suis d'accord. Mais de dire que quelqu'un connard, c'est pas une blague en fait. Voilà. Après, c'est de l'insulte gratuite. Du coup, on fait de la politique en fait. C'est pas un bon mot. Après, je dirais les humoristes dérapent assez souvent. Hein, donc, moi, je suis pas du tout heurté. Je trouve que je suis d'accord avec Jean-Michel. Non, mais c'est pas un dérapage. Ça n'a pas de sens de dire ça. Mais le respect. Écoutez, le porté. Moi, j'ai entendu des choses encore plus horribles sur certains plateaux de CNews et de C8. Donc, honnêtement, je vous le dis, je veux bien qu'on fasse haro sur le baudet sur le service public tous les jours, devenir obsessionnel comme Gilles William Gonladel, qui du matin au soir, notre camarade que j'aime beaucoup d'ailleurs, est obsédé par un service public. Je veux bien tout ce qu'on veut, mais la dégradation, elle est quand même générale. Non, mais sur le terme de portée d'image, on est du soir au matin et on a raison en train de s'affoler, de dire c'est pas bien de parler comme ça des femmes, des agressions sexistes, sexuelles, etc. Putain, mais ce mot-là, c'est un propos sexiste. Pour une fois qu'une femme le porte, c'est nul à chier de dire ça. Ça me fait pas. C'est comme le tweet de Ségolène qui claque au nord, ça me fait rire, moi. Mais non, ça fait pas ça n'a rien à voir. rien du tout. Écoutez, arrêtez de monter au rideau sur le terme porté de Christine O'Crane. Sérieusement, redescendez 2 minutes. Attendez, mais quand vous voyez que pour une blague, Tex a été viré du service public, faut quand même arrêter. Et là, ça vient d'une femme. Là, je vais vous faire monter vraiment au rideau. Quelle blague. Donc ça veut dire on peut dire toutes les heures. Non, mais je blague, c'était de l'humour. On s'en fout, qui fait même pas rire d'ailleurs, comme Christine O'Crane. L'info en plus, merci Philippe David, c'est Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et on revient sur cette cérémonie d'investiture. Ça y est, Donald Trump vient de prêter serment. Oui, cérémonie à l'intérieur du Capitole pour cause de grand froid sur la capitale fédérale. Les anciens présidents et parfois ex-adversaires sont arrivés un par un. Bill et Hillary Clinton, George W. et Laura Bush, Barack Obama seul, lui sans son épouse Michelle, la vice-présidente Kamala Harris et son mari, et puis évidemment toute la famille de Donald Trump qui l'attendait, prête à l'accueillir. Ladies and gentlemen, the President-elect of the United States, the Honorable Donald John Trump. Le président, qui était encore le président élu, il a embrassé d'ailleurs en arrivant son épouse Melania. Enfin, il a fait semblant, j'allais dire, de l'embrasser, car il y avait plusieurs centimètres entre la bouche présidentielle et la joue de la First Lady qui arborait pour l'anecdote un chapeau qui cachait tout le haut de son visage. On voyait même pas ses yeux. Un peu bizarre donc ce baiser pour l'anecdote, un peu comme un baise-main, vous savez, où il faut pas réellement se toucher. Bref, juste après tout ça, pour revenir quand même à ce qui s'est passé, Donald Trump a donc prêté ce serment pour la 2e fois de sa vie, répétant chaque phrase du serment après le président de la Cour suprême. C'était il y a une vingtaine de minutes. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. Moi, Donald Trump, je jure solennellement de remplir fidèlement les fonctions de président des États-Unis et dans la mesure de mes moyens de sauvegarder, protéger et défendre la Constitution des États-Unis. Alors Dieu, aidez-moi. Donald Trump qui après ça a commencé un discours. On a les premières déclarations. L'âge d'or de l'Amérique commence, vient de déclarer Donald Trump sur un registre un peu moins consensuel. Il affirme aussi qu'il va s'attaquer à une élite corrompue et radicale. Ce sont les mots de Donald Trump à l'instant. Lors de sa prise de fonction, le déclin de l'Amérique est terminé, vient aussi de déclarer Donald Trump qui s'exprime en ce moment même à Washington. Et puis nous y reviendrons sur cette investiture avec Mélanie Zemmour, Maréchal, toutes ces personnalités de droite radicale en tout cas qui ont été invitées par Donald Trump. On va en parler. En attendant, dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix. Françoise. La claque à LFI à Grenoble. Jean-Michel Fauvergue. Moi, je voudrais savoir s'il était possible de délivrer les otages israéliens par la force et sans négocier avec les terroristes du Hamas. Jean-Christophe Couvi. Jean-Claude Duss. Voilà, c'est ça. Il est sur le point de conclure, là. Non, moi, je vais vous parler d'une affaire qui concerne la police, avec aujourd'hui l'ouverture de la cour d'assises des mineurs pour l'agression sauvage d'un policier hors service qui était dans le train en 2021. On va en parler dans un instant. Soyez les bienvenus, 0826 300 300. Vous savez que c'est votre maison ici. On est ensemble jusqu'à 19h. Et puis en plus, je sens que ce soir,
Je vais conclure. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Leclerc, bon. Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vrais Voix. On est ensemble jusqu'à 19h. Philippe David, maintenant que le poste de président des États-Unis est pris. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va continuer Les Vrais Voix. Parce qu'on avait envoyé nos noms, nous. Oui. Pas sûr? Bah oui. On n'avait pas de réponse. Donc j'ai dit ce matin à Philippe, est-ce que tu as des réponses? Et il m'a dit non. Because it seems our English was not good enough. Ah, not good enough. Maybe. Peut-être qu'on parle pas assez bien anglais. Peut-être. Bah si, c'est dommage parce qu'on a eu à ça. Hein. C'était comme le bac. Hein. C'est pareil. That was close. Allez. Tout colle en fait, c'était ça. Bien sûr, on est tous au courant. Avec Françoise Degois, Jean-Michel Fauvergue et Jean-Christophe Couvi. Tout de suite, c'est le tour de table de l'actu des Vrais Voix. Apporte-moi seulement de quoi lire. C'est un bon livre. Très mauvais, quelle importance. Bon, je peux pas vous laisser dire ça parce que si ma grand-mère avait des roues, ça serait un autobus. Il a lu un livre dans sa vie et il fallait que ça tombe sur celui-là. Comment vous dire? J'en ai rien à foutre. De l'actualité. C'est pas mieux que Charline, connard, j'en ai rien à foutre, c'est pas mieux. Non, ils n'ont rien à voir. Mais là, vous n'insultez personne, c'est une blague. C'est moi qui me moque de moi-même. Françoise Degois. J'ai envie de me moquer et de ricagner sur la France insoumise parce que on voit bien que la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, déjà depuis le 7 octobre, elle est mortifère. C'est-à-dire, en gros, prendre en gros les musulmans de France et les habitants des quartiers d'abord pour des andouilles, ensuite pour des antisémites. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, c'est quand même ça. Les quartiers vont voter pour nous. On leur sert supposément ce qu'ils détestent le plus, le sionisme, Israël, et ce qu'ils aimeraient le plus, l'islamisme. Bon, ça fait 2 fois que Jean-Luc Mélenchon se compte. Et aujourd'hui, j'ose dire que c'est un tigre de papier, Jean-Luc Mélenchon. Ça fait 2 fois qu'il se compte tout seul. C'est-à-dire les européennes, il n'arrive même pas à 10%. Et la première circonscription de l'Isère hier, où son candidat, Lies Loufoque, est littéralement balayé. Il est balayé à 35% contre 65% face à la candidate d'ensemble. Pourquoi je dis que c'est un échec personnel de Jean-Luc Mélenchon? Lies Loufoque est un bon candidat, mais LFI a mis tout de suite la main dessus. Hein, et on se rend compte à quel point c'est radioactif. On se rend compte qu'une ville comme Grenoble, qui est de gauche, je parle pas de la circonscription, je parle de la ville qui est de gauche depuis la nuit des temps. Eh bien, à Grenoble, figurez-vous que Lies Loufoque n'arrive même pas, il fait jeu égal, la candidate ensemble fait jeu égal avec lui, parce que, en fait, il y a un barrage. Il y a un réflexe anti la France insoumise. C'est ce qu'on a vu hier avec une participation à 43%. C'est beaucoup pour une législative partielle. Mais vous vous êtes rendu compte qu'il y a des gens qui sont allés voter pour empêcher l'élection d'un candidat à la France insoumise. Je serai Jean-Luc Mélenchon, je réfléchirai véritablement à l'ornière dans lequel il s'amène tout seul. Moi, ça m'arrange. Hein. Mais le problème, c'est qu'il va y aller en hurlant encore plus, en éructant encore plus, et ça, c'est épuisant pour la démocratie. Je vous reprends avant de donner le parole sur un tout petit point. Grenoble n'a pas toujours été à gauche. En 83, Carignon avait été élu et il avait perdu ensuite la mairie. Non, mais j'ai pas dit qu'il était toujours à gauche. Mais depuis la nuit des temps, il y a 80% des maires depuis Hubert Dudoume qui sont de gauche à Grenoble. Qui était avant. Mais bien sûr. Allez. Carignon. Oui, je pense qu'on va élargir un peu le focus sur les élections. Il y a eu récemment 2 élections, celle-là et une autre, en décembre dernier, il me semble, hein, une élection pour remplacer un candidat du RN dans les Ardennes. Ouais. Et ces 2 élections-là ont été gagnées par les centristes, donc par le camp Macron. Mais elles ont été gagnées parce que les LR, d'une manière générale, et les autres candidats et la gauche dans les Ardennes. Républicains, la gauche dans les Ardennes, on fait front et donc on battu les 2 extrêmes, en fait, extrême droite, extrême gauche. Sur l'élection qui nous concerne, dont parlait Françoise, moi ce qui m'embête un peu, elle a tout à fait raison sur tout ce qu'elle dit, mais ce qui m'embête un peu, c'est que vous avez quand même le patron du PS fort qui envoie un petit sur X, puisque visiblement il est toujours sur X. Il envoie un petit post en appuyant le candidat qui a perdu. Aucun socialiste n'est allé faire campagne. Donc on est encore sur ce. Il faut que franchement, alors ça a commencé, l'écart a commencé entre LFI et le Parti socialiste. Il faut accélérer. Il faut accélérer ça. Mais je suis d'accord, François. Mais il faut accélérer. Mais non, on n'a pas besoin de moi. Il n'y a pas besoin de stratégie. Tous les Français le demandent. Les Français le demandent. Si on a besoin de stratégie parce qu'on va pas le parler. Donc du coup, continuons là-dessus.
et poussons ce schisme entre les LFI. Vous n'avez pas le droit de le pousser, il se fait tout seul. Il se fait tout seul. Oui. Bon, écoutez, moi je crois beaucoup au karma. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, le cause effet, je suis d'accord avec vous. Voilà. Moralité, quand on fait, puisqu'on dit dire des gros mots, non, c'est ça, quand on fait de la merde, ben voilà, je suis d'accord avec vous. On prend un seau de merde le dimanche sur la bien fait. Voilà. Et bien fait. Et c'est bien fait. Et bien fait. Vraiment, et on applaudit. Et surtout, c'est qu'encore une fois, voilà, LFI, c'est comme le H d'Hawaï, ça ne sert pas à grand-chose en fait. Et Jean-Michel Fauvergue, on va revenir forcément sur l'actualité très importante ce week-end avec ces otages israéliens qui ont été libérés. Et vous vous dites, est-ce qu'il est possible de délivrer les otages israéliens par la force ? Oui, bien sûr, on fait clairement référence à ce qui s'est passé ce week-end avec ces 3 otages, ces 3 malheureuses qui ont été libérées en échange de prisonniers, de 90 prisonniers, dont à l'intérieur pas mal de terroristes quand même. Donc, je rappelle quand même que depuis le 7 octobre, du massacre, le pogrom du 7 octobre 2023 par les terroristes du Hamas, il y a 250 otages qui avaient été pris par le Hamas, hommes, femmes, enfants, bébés, personnes âgées, personnes handicapées. Donc c'est une horreur absolue. Alors est-ce qu'on peut les récupérer autrement qu'en négociant? La première difficulté, c'est que ils sont nombreux et que le nombre d'otages disséminés sur le territoire de guerre, il y a quand même une impossibilité à les localiser tous en même temps pour faire des opérations. Beaucoup sont cachés. Oui, pour faire des opérations de récupération en même temps. On a eu le 10 mai 2019 les forces spéciales françaises, je donne des exemples extérieurs à Essian, qui au nord-est du Burkina Faso délivre 2 otages français, vous en souvenez sans doute, et une otage sud-coréenne qui était détenue par des terroristes, mais à ce moment-là, ils savaient où ils étaient tous au même endroit, il y avait un plan précis, mais malgré tout ça, on a perdu 2 militaires des forces... Des commandos marines. Des commandos marines, Commando Hubert, à qui on doit le plus grand respect, bien évidemment. La deuxième difficulté, c'est que en région de guerre active, et là c'est une guerre active entre Tsahal et les terroristes du Hamas, on ne peut pas en même temps faire une guerre et faire des opérations de sauvetage des terroristes. Oui, pourquoi? Ça m'intéresse pas. C'est impossible de faire... non, mais ça m'intéresse vachement. Parce que justement, il y a des options à prendre. Et il y a à repérer les gens, des options à prendre. Et justement, j'ai un exemple. Il y a trop d'aléas, en fait, en réalité. J'ai un exemple, c'est l'opération Eagle Claw. C'était en avril 80. C'est la tentative par les Américains de délivrer les 53 otages détenus dans l'ambassade d'Iran à Téhéran. La planification était trop complexe, les problèmes techniques trop importants. La météo s'est mis du truc et a mis au tapis plusieurs hélicoptères. Et ça s'est soldé par un échec avec 8 Américains, 8 GIs américains qui sont morts. Pour autant, reconnaissons quand même que Tsahal a délivré par la force 2 otages en février 2024 avec une belle opération avec l'armée et les groupes spéciaux, mais juste 2 otages qui étaient bien localisés identifiés, et pas les autres. Et elle a eu la malchance aussi, cette armée israélienne, le 15 décembre 2023, de tirer sur 3 otages qui se rendaient, qui avaient fui, et de les abattre. C'est vous dire la difficulté qu'on a à reconnaître en terrain de guerre les hostiles et les non hostiles. Ça, c'est une erreur qui est pas imputable. C'est passionnant. Mais en fait, vous, en tant que patron du raid, vous auriez fait quoi? En réalité... Vous êtes entraîné déjà avec les forces spéciales israéliennes, par exemple? On a déjà travaillé, on avait des échanges. Le GIGN avait beaucoup d'échanges aussi avec les Israéliens. Mais en réalité, et c'est là où je voulais en venir, les cessez-le-feu, c'est le seul moyen, en réalité. On a eu un précédent où on a délivré 70 otages. Une fenêtre de tir, si je puis dire. Voilà, c'est le seul moyen de délivrer les otages. La problématique, c'est qu'on remet en liberté des terroristes. C'est ça. Merci beaucoup. On peut pas commenter. C'était très intéressant. Jean-Christophe Couvi voulait revenir sur le jugement de 3 hommes pour avoir tenté de tuer un policier dans un train de banlieue parisienne. Oui, effectivement, c'est aujourd'hui donc la cour d'assises des mineurs. Il y a 3 personnes qui vont être jugées et notre syndicat Unité, on est les seules parties civiles parce que pour nous c'était important d'être aux côtés de nos collègues. C'est malheureusement ce qu'on vit assez souvent, c'est-à-dire qu'on est hors service, on rentre du boulot et on est dans le train et en fait on se fait agresser par des petites racailles. Je le dis parce que c'est tout à fait ça. Qui vous ont identifié? Qui ont identifié que c'était des policiers, parce que quand on tient des propos, regarde-moi dans les yeux, tu sais très bien pourquoi
pourquoi on vient te voir, on sait très bien où tu travailles, tu es un sale flic de merde, une salope de Condé, tu travailles Gare du Nord, on le sait très bien. Voilà, ça c'est des choses qui ont été dites. Et après, donc le policier est passé à tabac. Faut savoir qu'il était armé. Il ne s'est pas servi de son arme. Dans d'autres pays, peut-être qu'aux États-Unis, il y aurait eu 3 morts. En France, cas de maîtrise. Mais lui, il a failli mourir. Et parce qu'en fait, il y a un des individus qui l'a étouffé, qui a fait une clé d'étranglement. Et il s'est vu mourir, en fait. Donc maintenant, aujourd'hui, on a un collègue qu'on lui vole pas son, bien sûr, qu'on lui vole pas son arme. Et en fait, ces 3 individus, 4, ils étaient 4, mais il y en a un qui a moins participé. Et ces 3 individus, voulaient se faire, de tous les cas, un mec. C'est ce qu'ils disaient, c'est ce qu'ils ont avoué. Donc il y a une première personne qui a été importunée dans le train, qui a réussi à s'enfuir, puis le policier. Et en fait, depuis le début, c'est ce qu'on voit souvent dans le RER, dans les métros. Ça picole, ça fume des joints. Mais oui, mais en fait, c'est presque quotidien. Voilà. Donc encore une fois, je voulais attirer l'attention sur ça. Et aujourd'hui, encore une fois, ce qui est important, c'est de pas déclassifier les affaires, parce que là, c'est vraiment les assises. Donc c'est des personnes qui risquent effectivement perpétuité. Et donc c'est plus déclassé en correctionnel, comme souvent des magistrats le font. Il faut vraiment, à un moment donné, passer à la vitesse supérieure. Merci beaucoup, en tout cas, de vos sujets du jour. Dans un instant, on va retourner à Washington, puisque l'investiture de Trump continue avec Mélanie, Zemmour, Maréchal, mais sans Premier ministre travailliste. Ce sont les personnalités que Donald Trump avait invitées à cette investiture. Alors parlons vrai, est-ce que Trump affiche ses préférences pour les prochaines élections en Europe? Et à cette question, Mélanie, Zemmour, Alliot, les invités de Trump sont-ils un message à l'Europe? Vous dites oui à 90%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On revient dans un instant, à tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci à vous parce que votre émission est toujours très intéressante et puis vos invités que je connaissais pas aussi pareil, très intéressants. Ouais, mais vous êtes bien tombé parce que c'est assez rare quand même. Sud Radio, parlons vrai. Fenêtre bois. Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et pour continuer de commenter cette investiture du président Trump des États-Unis, Françoise Degois, Jean-Michel Fauvergue et Jean-Christophe Couvi, on vous souhaite la bienvenue. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. J'ai le sentiment que dans tous les pays du monde occidental, on a aujourd'hui un grand vent de liberté qui se lève. Un vent de liberté économique, mais pas seulement. La liberté d'expression, vous voyez que c'est un sujet qui est en train de se poser. On observe qu'en ce moment, il y a un bras de fer entre l'Union européenne et les États-Unis. Nous sommes, nous, à l'heure de la soumission, ou à l'heure du diktat. Nous sommes, nous, à l'heure de la vassalisation. Aimer le patriotisme de Donald Trump, ça veut pas dire être le vassal des États-Unis d'Amérique. Et on nous fixe des objectifs, 5% en matière de défense, et on voit bien que ça marche. Il faut garder en vue cette idée de l'indépendance française. Et donc la cérémonie d'investiture de Donald Trump s'est tenue en présence de l'italienne Giorgia Meloni, des Français Éric Zemmour ou Marion Maréchal. Même le chef de l'extrême droite britannique a été invité, contrairement au Premier ministre travailliste. Alors parlons vrai, est-ce que près d'un demi-siècle après l'élection de Reagan, la réélection de Trump va causer une seconde révolution conservatrice des deux côtés de l'Atlantique? Et à cette question, Meloni, Zemmour, Alliot, les invités de Trump sont-ils un message à l'Europe? Vous dites oui à 90%, vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et on retrouve Olivier Piton, avocat à Paris et Washington et ancien député suppléant des Français d'Amérique du Nord. Merci de votre retour. C'est votre deuxième mandat. C'est comme Trump. C'est son comeback. C'est génial. Et renouvelable. Et renouvelable, oui. On revient justement sur cette question. Est-ce que finalement toutes ces invitations de la droite radicale envoient un message à l'Europe, Olivier Piton? Oui, incontestablement, le choix des invités est parlant. Il s'agit... alors, Emmanuel Macron avait parlé d'intention réactionnaire. Sans aller vers ces mots-là, on sent bien qu'il y a de toute façon une convergence idéologique. Et il y a surtout, ce qui me frappe, c'est qu'il y a une convergence idéologique assumée. Contrairement à l'habitude, on avait toujours cette impression que la droite avait toujours un peu de mal à s'assumer en tant que telle. Là, en l'occurrence, sous l'égide de Donald Trump, on sent qu'elle est, en tout cas, une certaine droite. On aura peut-être l'occasion de la définir. Mais en tout cas, une certaine droite, celle qui idéologiquement se sent proche de Donald Trump, est invitée, l'assume, le dit.
et effectivement une révolution, peut-être une deuxième révolution est en train de se mettre en place, en tout cas aux États-Unis. C'est ce qu'on va voir dans les mois qui viennent. Françoise. Je trouve ça, d'abord, sur le parallélisme d'effort, vous avez raison, Cécile, de signifier que le Premier ministre britannique n'est pas là, mais jamais un officiel n'est invité. En réalité, Mélanie et Orban, ça fait partie des chefs d'État, mais il n'y a pas d'invitation systématique. Bien sûr. Et c'est intéressant. Vous savez pourquoi Orban n'y est pas allé? Je trouve ça très intéressant. Je vois Éric Zemmour qui court et Sarah Knafo, mais je les trouve extrêmement imprudents en réalité politiquement. Parce que ce que va faire Donald Trump, notamment avec les droits de douane, la façon dont il va assécher les agriculteurs, la façon dont il va assécher les produits français, eh ben ça va être bien de voir Éric Zemmour. Et d'ailleurs, Marine Le Pen est plus maligne. Marine Le Pen, elle est dans la délégation sans y être officiellement invitée, parce que la politique que va adopter, Trump avec Elon Musk est une politique qui ne peut pas à terme convenir à l'électorat de Marine Le Pen. Et je ne vois pas comment ça peut convenir à terme à l'électorat d'Éric Zemmour et de Sarah Knafo. Vraiment, je trouve. Mais moi, ça me fait rire, parce qu'ils sont comme des enfants à la foire. Olivier Piton. Voilà, dans un magasin de bonbons, mais en réalité, à part de belles images. Olivier Piton. Voilà. C'est une très bonne question. Maintenant, ils y sont pourquoi? Ils y sont parce que ils veulent marquer idéologiquement une sorte de tempo, une sorte de changement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est important, et c'est le discours qui a été martelé en particulier par Jordan Bardella, je l'ai entendu tout à l'heure, qui disait, et c'est ce que disait aussi Sarah Knafo, c'est que l'objectif, il est où? L'objectif, il est de dire que les États-Unis défendent les Américains d'abord n'est pas en soi une grossièreté, un gros mot. Il nous appartient à nous, Français, de nous défendre et de défendre nos intérêts d'abord. Et dans cette logique-là, même si effectivement la guerre commerciale éventuelle qu'il pourrait y avoir entre les États-Unis et l'Europe, les États-Unis et la France, je signale que les volailles, la taxation sur les volailles a été levée en France, aux États-Unis et au Canada aujourd'hui. Hein. Donc on part déjà sur de bonnes bases. Oui, mais ça ne va pas être le cas des viticulteurs. Mais ça va pas être le cas des viticulteurs, par exemple. Vous le savez très bien, sur les produits de luxe, on sait très bien. Je ne me mets pas à la place des invités. Ce que je veux dire, c'est que le message de défense des intérêts nationaux est plus important que ce qui va se passer dans le cadre d'une guerre commerciale. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Oui. Et peut-être que l'électorat ne le comprendra pas. Mais ça, c'est autre chose et on verra. Parce que ça rapporte 0,0 la tête à Toto, moi. Ça, c'est sûr. Oui. La présence là-bas de personnalités françaises, je sais pas si elles sont marquantes pour l'opinion publique française d'une manière générale. Alors pour leur électorat particulier, oui. Pour l'opinion publique française d'une manière générale, j'en suis pas persuadé. Maintenant, moi j'adhère à ce que vous dites. Je pense que c'est avant tout de vouloir imprimer le fait que on peut défendre les intérêts de son pays. Avant, on peut prendre exemple sur l'Amérique pour défendre les intérêts de son pays. Et ça, c'est une chose que je comprends. Que je comprends tout à fait. Maintenant, attendons de voir comment les choses vont évoluer, parce qu'il y a beaucoup d'annonces, il y a beaucoup de représentations dans ce domaine-là. Encore une fois, je suis pas persuadé que l'Amérique peut, même si c'est un très grand pays, elle peut faire tout seul avec en se protégeant et des droits de douane importants. J'en suis pas persuadé. Et si elle le faisait de cette manière-là, elle fait tellement elle met tellement de personnes contre elle, le Canada en particulier. Je rappelle qu'on a signé le CETA avec le Canada, donc on a des accords commerciaux importants. Le Mercosur. Oui, mais il y a des accords commerciaux forts entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Hein. Le Mercosur est quelque chose qui est sur la voie, alors qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Et j'ai vu dernièrement aussi qu'on est en train de se tourner vers le Mexique aussi. 128 millions d'habitants. Donc, en fait, la réalité des choses, c'est que l'économie mondiale est plus complexe que multipolaire. Que tout ça, quoi. En tout cas, Olivier Piton, il a été clair puisqu'il a commencé à faire certaines annonces, grandes annonces, des millions et des millions de migrants en situation irrégulière qui souhaitent expulser. Alors ça, il en avait parlé déjà. Là, c'est d'entrée de jeu, en fait. Oui, ça fait partie d'un de ses points forts de campagne. Il l'avait dit, il l'a redit à de nombreuses reprises. Maintenant, on en est au stade du on fait comment ? Tout simplement parce que d'une part, il va y avoir effectivement
un décret présidentiel, c'est-à-dire un moyen pour l'exécutif de pouvoir acter une décision sans passer forcément tout de suite par une loi au Congrès. La loi au Congrès suivra, mais il y aura évidemment des recours. Les États-Unis restent un État de droit. Il y aura des recours en particulier à l'échelon local, dans un certain nombre d'États, à majorité démocrate. Et il est possible que la décision se prenne au bout du compte à la Cour suprême. Ceci va probablement prendre encore un petit peu de temps, mais en tout cas, il est très attendu sur cette question. C'est un de ses mantras, c'est un des points sur lesquels, s'il échouait, un peu comme il n'a pas totalement réussi à satisfaire son électorat sur la construction du mur lors de son premier mandat, ce serait pour lui compliqué. Donc il va sans doute mettre, juridiquement parlant, toutes les chances de son côté pour tenter de réussir, en tout cas, à mettre en place ce que j'appelle le « comment on fait ». Parce que l'annonce, c'est bien, mais maintenant, il va falloir effectivement y parvenir. Il y a un point fort aussi, il n'y a que 2 sexes, masculin et féminin. Il l'a déclaré pour ses premières déclarations. Le wokisme dans ce domaine, c'est fini ? Même chose. Il va y avoir un combat culturel qui va se mener aussi... On vous entend. Non, vous entendez, Olivier. Vous m'entendez ? Vous entendez très bien. Si vous m'entendez, c'est bon, je continue. Oui, allez-y. L'image avait sauté, pardonnez-moi. Donc, oui, là aussi, il y a un combat culturel qui va être mené, on le sait, qui va être mené à l'égard de, je dirais, du personnel enseignant et d'un certain nombre, même chose, d'États. Et là aussi, il y aura sans doute des recours déposés contre l'offensive l'offensive, la décision de mettre fin à un certain nombre d'enseignements à l'école tel qu'il a été effectué au cours de ces années précédentes. Mais je le dis, les États-Unis restent un État de droit. Il y aura donc des recours, des décisions qui seront prises sans doute à l'échelon de la Cour suprême. On va voir ce qui va se passer. Et surtout, il y a un point qui est très important. La justice est politisée. Je dis ça de manière tout à fait objective. La justice est politisée puisqu'elle est élective. C'est-à-dire qu'on élit les juges, les shérifs, les procureurs sont nommés par le pouvoir politique. Donc c'est un fait, c'est factuel. Ça veut dire que la nomination des juges dans les mois qui viennent va également être un élément extrêmement important pour la stratégie de Trump en vue de faire valider et surtout adopter les positions qu'il entend prendre. Jean-Christophe Couvi. Pour l'instant, d'après ce que j'ai compris, c'est que Trump a quand même l'opinion publique avec lui, une large majorité d'ailleurs, parce qu'il y a un camp qui a quand même pris une volée de bois. Donc là, il envoie des signaux quand même à l'Europe, il envoie des signaux à tous les mouvements souverainistes, et qui accourent d'ailleurs tout de suite dans les bras de Trump. Maintenant, ce qui va être intéressant aussi, c'est l'Europe qui va être challengée. Et c'est bien de se challenger aussi des fois. Comment l'Europe va réagir ? Comment nous, en France, on va réagir aussi par rapport à ça ? Après, il faut encore une fois prendre en compte la réalité des marchés. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas avec des verbes et des phrases et des phrases chocs qu'on fait bouger aussi des marchés qui sont installés depuis de nombreuses années. Françoise de Gois, j'ai une question à vous poser, puisque le wokisme vient forcément des États-Unis à outrance, beaucoup, ça a rejailli sur la France. Est-ce que ça veut dire que nous-mêmes, on va regarder ce qui se passe aux États-Unis, peut-être faire machine arrière sur certains Je ne crois pas une minute qu'on fera machine arrière, parce que d'abord on a une exception française et on a une façon de penser. Le débat public français, bien sûr on se nourrit des États-Unis, mais le débat public français, il est constitutif de notre nation. Donc je ne crois pas une minute. Par ailleurs, c'est bien que Olivier rappelle en permanence que les États-Unis sont un État de droit. Et c'est encore mieux de rappeler à Éric Zemmour qu'il a perdu la présidentielle aussi à cause de Vladimir Poutine et de son admiration pour Vladimir Poutine. Il n'est pas bon de se mettre, pardonnez-moi, dans les pas forcément d'un leader de cette manière-là. On sent Olivier Piton qu'il y a aussi, il veut marquer l'histoire, redonner toute sa splendeur aux États-Unis, en posant ce drapeau, ce qu'il a dit, le drapeau américain sur la planète Mars. Là, on sent qu'il y a une course avec Elon Musk derrière, justement, à s'approprier Mars. Comme Kennedy avait promis la Lune. Oui, Kennedy avait promis la Lune, lui il promet Mars. En tout cas, c'est très excitant comme perspective, effectivement. Moi, je trouve que tout ce qui permet d'aller dans un sens, dans une sorte d'évolution scientifique menant à ce que, au bout du compte, l'homme dépasse ses limites, et en allant en particulier vers Mars, puisque Elon Musk en est le chaud partisan, c'est tout à fait intéressant. Et derrière, ça veut dire quoi ? C'est une sorte de remake de cet esprit pionnier typiquement américain où en fait on ne se fixe jamais vraiment de limite et on veut aller le plus loin possible. Et c'est très intéressant que ceci fasse aussi
partie du message de Trump, qu'on ne se limite pas uniquement à des problématiques, celles qu'on vient d'évoquer, mais qu'également l'espoir que l'humanité puisse faire autre chose, et de grandeur de l'Amérique retrouvée comme dans les années 60, ou dans le courant des années 60 où les États-Unis refont leur retard pour damer le pion aux Russes sur la Lune. C'est absolument excitant et c'est remarquable. Et en tout cas, c'est un vrai message d'espoir aussi, et ça fait aussi partie du combat idéologique, puisqu'on est, pour aller vite et pour schématiser, on est dans une logique un peu décroissante d'un côté, où en fait on est dans une forme de panique qui émerge un petit peu partout, en particulier chez les 15-35 ans, et là on a l'inverse, où on fait finalement confiance à la science, on fait confiance au progrès humain et au génie humain pour réussir à surmonter un certain nombre de problèmes. C'est très intéressant, je trouve. Merci mille fois en tout cas d'avoir accepté notre invitation, Olivier Piton. On espère vous retrouver bientôt, forcément. Renouvelable. Si Elon Musk pouvait trouver un truc anti-toussif, ça serait génial. Oui, écoutez, on va lui demander. Merci beaucoup Olivier Piton, avocat à Paris et à Washington et ancien député suppléant des Français d'Amérique du Nord. Merci beaucoup Jean-Christophe Couvi, merci beaucoup Jean-Michel Fauvergue, merci Françoise Degois. Vous passerez dans mon cabinet. Je vous fais une petite ordonnance. C'est m'a rappelé Marguerite Gauthier, la dame au camélia. Parce que là... Merci beaucoup Philippe David. On se retrouve demain à partir de 17h et vous dans un instant. Et bien tout de suite les vraies voix citoyennes. On va faire le bilan de la nuit du bien commun, un événement que vous connaissez bien. On va recevoir 3 des associations qui ont été fortement récompensées à la nuit du bien commun, évidemment en compagnie d'Aurélie Gros et Stéphane Pellet du G500. À tout de suite et pour nous, à demain. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.